Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 7.1 Contraintes de flexion 1 Plan de cours Introduction Les contraintes axiales contre les contraintes de flexion. Les hypothèses de base. La formule de flexion. L'efficacité des sections pour résister à la flexion. La procédure pour calculer les contraintes de flexion et les contraintes de flexion combinées avec les contraintes axiales. Introduction. Pour les membrures axiales, on va seulement avoir un type d'effort interne, un effort interne axial N. Et à cause de ça, on va avoir une contrainte normale axiale. Cependant, l'effort tranchant et le moment interne va être égal à 0 dans ces membrures axiales. Pour les poutres, on a la possibilité de développer trois types d'efforts internes. Un effort axial N, un effort tranchant V et un moment interne M, comme il est montré dans cette figure. À cause de ça, on peut avoir trois types de contraintes. La première, c'est une contrainte due à l'effort axial N. Celle-ci est une contrainte normale qui est perpendiculaire à la surface, qui va être en compression ou en traction. Pour trouver cette contrainte, on a seulement besoin de trouver cette force N et de diviser par l'aire de section transversale. Pour les contraintes dues à l'effort tranchant V, on va voir comment les calculer dans la leçon qui va suivre. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre force V et on va utiliser les propriétés géométriques reliées à la section, dont le premier moment d'air, le moment d'inertie et l'épaisseur de la section au point où on veut trouver la contrainte pour trouver la contrainte de cisaillement. Cette contrainte est parallèle à la surface, alors on utilise le symbole tau. C'est une contrainte de cisaillement. 3. Les contraintes dues à la flexion M. Celles-ci sont des contraintes normales, perpendiculaires à la surface, et c'est pourquoi on utilise le symbole sigma. Elles peuvent être en compression et en traction. Elles sont dues au moment interne M. Et pour transformer ce moment interne en une contrainte normale due à la flexion, on va utiliser le moment d'inertie de la section et le Y, qui représente la distance entre l'axe neutre et le point où on veut trouver la contrainte. On note que comparé aux contraintes normales, dans ce cas, on a des contraintes non uniformes. Ils sont linéaires, mais ils varient de 0 à un maximum aux fibres extrêmes de la poutre. Dans cette leçon, on va apprendre comment calculer les contraintes normales de flexion. Les contraintes axiales contre les contraintes de flexion. Les contraintes normales axiales. On a déjà vu que les contraintes axiales sont aussi des contraintes normales. Ainsi, on a utilisé le symbole grec epsilon pour les déformations et on a utilisé le symbole grec sigma pour les contraintes. Mais pour le cas des contraintes normales axiales, la distribution des contraintes est uniforme et va être seulement en traction ou en compression. Pour les contraintes normales de flexion, on note que les contraintes de flexion sont aussi des contraintes normales. Ainsi, on utilisera le symbole grec epsilon pour les déformations et on utilisera le symbole grec sigma pour les contraintes. Cependant, pour le cas des contraintes normales de flexion, la distribution des contraintes va être linéaire, elle ne va pas être uniforme. Et elle va varier d'une valeur de 0 à l'axe neutre, qui va correspondre au centre de gravité de l'élément. C'est un axe qui passe par le centre de gravité de la section. Et à ce point, la contrainte va être égale à 0. En haut de l'axe neutre, si notre M est positif, on va avoir des contraintes normales qui sont négatives, c'est-à-dire des contraintes de flexion en compression. Et en bas de l'axe neutre, si notre M est positif, on va avoir des contraintes de flexion qui sont positives, alors des contraintes de flexion en traction. Et voici le sommaire des contraintes de flexion causées par un moment positif M. Voici le système d'axes qu'on va utiliser pour comprendre comment calculer les contraintes de flexion. L'axe X est le long de la poutre. L'axe Y est
perpendiculaire à l'axe X dans le plan XY de chargement. Alors on a notre charge, ça c'est notre poutre, et ça c'est l'axe Y. L'axe Z sort de la page selon un système d'axes qui suit la règle de la main droite, comme il est montré ici. On va étudier le cas où la section est dans le plan ZY. Alors notre section ici est dans le plan YZ. Okay, alors la section ici est dans le plan Y. Ça c'est l'axe Y et ça c'est l'axe Z. L'axe Y est un axe de symétrie et le moment est appliqué par rapport à l'axe Z. Alors notre moment est appliqué comme ça. Alors le moment interne est appliqué comme ça par rapport à l'axe Z. Le truc, c'est on peut remplacer, pour savoir c'est quel moment qui résiste la contrainte de flexion ou le moment interne, on peut remplacer ce moment par une double flèche. Alors si on utilise la règle de la main droite, on pointe nos doigts dans la direction du moment et on remplace ça par une double flèche. Ça nous dit que c'est l'axe Z qui résiste ce moment de flexion. Il est important de savoir c'est quoi le moment, c'est quoi l'axe qui résiste le moment de flexion. Alors, voici notre plan de symétrie longitudinale. Voici l'axe longitudinal. Voici une vue de l'axe XY et les contraintes qui sont perpendiculaires à cet axe Y. Ces contraintes, ils vont agir sur la section de poutre qui est dans le système d'axe YZ. Et l'axe qui résiste le moment, c'est l'axe Z. Comme on a expliqué, ça c'est le moment. Alors, l'axe qui résiste ce moment, c'est l'axe Z. Si on remplace le moment par une double flèche, on sait que c'est l'axe Z qui va résister ce moment. Alors, dans les formules de flexion, lorsqu'on calcule le Y va correspondre à la distance entre l'axe Z qui va être placé à l'axe neutre de la section et le point où je veux calculer les contraintes. Et ça, c'est pourquoi on va avoir cette distribution linéaire des contraintes qui va être 0 à l'axe neutre et qui va être maximale aux fibres extrêmes de la poutre. Les hypothèses de base. Il y a certaines hypothèses et limitations pour la formule qu'on va voir pour les contraintes de flexion. La poutre est prismatique, c'est-à-dire l'aire de section est constante sur toute la longueur de la poutre. La poutre possède au moins un axe de symétrie, comme les exemples qui sont montrés dans cette figure. La poutre est stable sous le moment appliqué, c'est-à-dire il n'y a pas de flambement latéral. There's no lateral buckling. Les sections planes avant déformation restent planes après déformation. Et le matériau est linéaire élastique, c'est-à-dire la loi de Hooke est valide, où les contraintes sont égales au module d'élasticité multiplié par la déformation. Si on a toutes ces conditions, les déformations vont varier linéairement, et les contraintes vont aussi varier linéairement, comme on montre dans cette figure. Pour un moment interne positif, les fibres supérieures se raccourcissent. Alors si j'applique un moment interne positif, ce qui va arriver, c'est la section de poutre va plier en forme de sourire. Okay, comme ça. Alors, si on examine les fibres en haut, qu'est-ce qui arrive? On va avoir un raccourcissement. Alors, on va avoir de la compression ici. À l'axe neutre, rien ne va changer. Alors, la ligne va rester la même longueur. Et ça, c'est pourquoi on a une contrainte égale 0 à l'axe neutre. En bas, on va avoir une élongation. Et ça, c'est pourquoi on va avoir une contrainte de traction en bas de l'axe neutre. Ça, c'est si on a un M positif. Si on a un M négatif, c'est le cas inverse. Maintenant, on va avoir la situation inverse et on va avoir la traction qui est en haut et la compression qui est en bas. On note qu'il existe un axe neutre entre les fibres supérieures et inférieures. À l'axe neutre, les fibres ne subissent aucune variation et c'est pourquoi la contrainte reste égale à 0. Formule de flexion. Dans cette partie de la présentation, on va dériver la formule de flexion. Alors, c'est quoi l'effet d'un moment interne? C'est de la flexion interne. Si on a une poutre sous l'effet d'un moment M positif,
on va avoir de la flexion, comme il est montré dans cette figure, et on va avoir une poutre déformée. Ce concept s'applique aussi pour une variété de types de charges. Alors, au lieu de mettre des moments comme ça aux extrémités, si j'applique une charge P au centre de cette poutre, je vais avoir le même type de déformation et le même type de flexion. Même chose, si j'ai une charge distribuée, je vais avoir le même type de flexion, le même type de moment interne qui se développe, etc. Lors de la dérivation de la formule de contrainte de flexion, on va faire appel au rayon de courbure. Le rayon de courbure définit la rotation ou la flexion que subit la poutre. Voici le centre de courbure et voici le rayon de courbure qui définit la courbure ou la forme déformée de la poutre. Si on examine une section très petite de la poutre qui est de cette forme initialement, avant l'application de la charge, et qui a une longueur delta x. Ça, c'est la section de poutre initiale. Ensuite, on applique notre moment, soit avec des moments aux extrémités ou une charge qui est appliquée transversalement sur la poutre. Dans ce cas, cette section qui est comme ça initialement va devenir déformée. On va mettre le rayon de courbure qu'on vient de définir. Voici le delta x qui est la largeur initiale, la longueur initiale. Et ensuite, si c'est un moment positif, qu'est-ce qui va arriver? En haut de l'axe neutre, on va avoir un raccourcissement. Alors, on va avoir maintenant un delta x prime. À l'axe neutre, la longueur va rester exactement la même. Et en bas de l'axe neutre, on va avoir de la traction. Alors, le delta x' va augmenter. Alors, c'est quoi la relation entre la déformation et le rayon de courbure? On va faire appel à cette formule très simple qu'on a vue. On avait vu que la déformation axiale est simplement le changement de longueur ou l'élongation divisé par la longueur initiale. Pour ce problème, cette déformation est égale à la différence entre la nouvelle longueur delta x' et la longueur initiale delta x. Ça représente notre élongation. Et on divise par la longueur initiale qui est delta x. Si on fait ça, et on peut remplacer ces delta x' et delta x en utilisant le rayon de courbure et cet changement de rotation delta theta, on va avoir cette formule qui se simplifie comme ça. Et ça, c'est une formule très importante. Elle nous explique la distribution des déformations et contraintes. Alors, on peut voir ici, si je mets un y égale 0, alors je suis à l'axe neutre. Qu'est-ce qui arrive? On a une déformation qui est égale à 0. Si je suis en haut de l'axe neutre et j'ai un m positif, qu'est-ce qui arrive si je mets un y positif ici? Je vais avoir une déformation négative. Et ça, c'est pourquoi on a de la compression en haut. Si je mets un y négatif, c'est-à-dire j'ai une distance entre l'axe neutre qui est vers le bas, je vais avoir un y négatif et j'ai un autre négatif ici, alors la déformation totale va être positive et on va avoir de la traction. Si j'ai un m négatif, c'est la situation inverse. L'autre chose qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une relation linéaire entre cette distance entre l'axe neutre et la déformation. Parce que le rayon de courbure va être constant pour ce chargement. Ensuite, en utilisant la loi de Hooke, on trouve que cette relation qui est montrée ici. Alors, la loi de Hooke nous dit que la contrainte est reliée à la déformation par le module d'élasticité si on reste dans la zone linéaire élastique du matériau. Ainsi, on peut écrire la formule ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette déformation et on a mis ça ici dans la formule et on a isolé pour la contrainte. On obtient cette relation linéaire qui est aussi valide pour les contraintes. Alors les déformations vont être linéaires et si je reste dans le domaine linéaire élastique, mes contraintes vont aussi être linéaires. Si je dépasse cette limite élastique, maintenant mes contraintes ne vont plus être linéaires. Mais dans le cours, on reste dans le domaine linéaire élastique. Ensuite,
En utilisant l'équilibre et un peu de manipulation, on trouve une autre formule. Alors on prend la somme des moments par rapport à l'axe neutre et on trouve la formule qui est montrée ici. Et on se souvient de la leçon 4 que cette portion de l'équation est équivalente au moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Alors on peut écrire cette équation très importante qui relie la courbure et le moment interne. On a 1 sur le rayon de courbure est égal au moment divisé par le module d'élasticité divisé par le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Ainsi, si on utilise la formule 1 et cette formule 2 et on combine les deux formules ensemble, on peut trouver notre formule de flexion. La contrainte est égale à moins le moment Y divisé par IZ. IZ est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Le M, c'est le moment interne dans la section. Et le Y, c'est la distance entre l'axe neutre et le point où on veut trouver la contrainte. Et on peut voir ça ici. On a une poutre, on fait une coupe AA. On a un moment positif. On a une distribution linéaire des déformations et une distribution linéaire des contraintes. Et si le moment est positif, on va avoir des contraintes de compression en haut, une contrainte qui est égale à 0 à l'axe neutre et une contrainte de traction en bas. En sommaire, on peut utiliser la formule suivante pour calculer les contraintes à n'importe quel point. Si on comprend cette formule, on va comprendre la distribution des contraintes dans diverses situations. Par exemple, si j'ai un moment positif ou un moment négatif, si je comprends cette formule, je vois qu'à l'axe neutre, la contrainte sera toujours égale à 0. De plus, je vois, pour la situation où j'ai un moment positif, si je mets les divers y que j'ai dans cette équation, je peux voir que sur un moment positif, on va avoir des contraintes de compression en haut de l'axe neutre et des contraintes de traction en bas de l'axe neutre. Et si j'ai le cas inverse avec un moment négatif, si je comprends cette formule et je mets mes y, je vais comprendre que je vais avoir des contraintes de flexion de traction en haut de l'axe neutre et des contraintes de flexion en compression en bas de l'axe neutre. De plus, je vois que je vais avoir mes contraintes maximales aux fibres extrêmes, de haut et de bas. Alors, lorsque je fais le design, je vais calculer les contraintes sur le haut de la section et en bas de la section. Et je vais déterminer est-ce que c'est une contrainte de compression et traction et je vais faire les designs en utilisant ces valeurs de contrainte, comme il est montré sur cette diapositive. L'efficacité des sections. On a vu que la formule de contrainte est donnée par contrainte max est égale au moment multiplié par le C qui représente la distance à la fibre extrême divisé par le moment d'inertie. On peut optimiser la forme de la section pour minimiser la contrainte max pour un M donné. Okay, oubliez la seconde phrase. Alors, on va minimiser la contrainte max pour un M donné. C'est-à-dire, j'ai un élément structural. Il y a des charges externes qui vont faire en sorte qu'on a un certain moment interne. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, une charge externe qui cause un moment interne. Comment puis-je augmenter la résistance de la section? Ou comment est-ce que je peux réduire cette contrainte que je dois résister? Très facile. Je vais augmenter le moment d'inertie. Si j'optimise le moment d'inertie, je peux résister un moment beaucoup plus grand que si j'utilise un moment d'inertie plus petit. Ainsi, on peut minimiser le poids des matériaux de la structure pour avoir une structure plus économique si on comprend cette formule. Sur la prochaine page, vous avez la comparaison entre diverses formes. Toutes ces formes ont la même aire, une aire de 3600 mm². Cependant, certaines formes sont plus efficaces que d'autres, car ils ont un moment d'inertie qui résiste, qui est beaucoup plus grand.
Pour les sections qui sont optimisées, vous allez voir, près de l'axe neutre, on va mettre le matériau minimal. Et on va essayer de mettre le plus de matériel loin de l'axe neutre. Alors, voici les exemples de sections non optimisées. On a une section carrée et une section circulaire, où on a mis tout le matériel ensemble. Si on normalise les moments d'inertie, et on va examiner les moments d'inertie par rapport à l'axe 1, par rapport à cet axe 1 qui résiste le moment interne. Okay? Dans ces cas, si on normalise, on va dire c'est approximativement 1, une valeur de 1 normalisée. Maintenant, examinons ce que je peux faire. Alors, si au lieu de utiliser une section carrée, je vais utiliser une section rectangulaire. Alors, je vais mettre plus de matériel loin de l'axe neutre. Qu'est-ce qui arrive? J'ai une valeur maintenant normalisée de 12. C'est-à-dire, je vais avoir une capacité de résister au moment et aux contraintes qui est 12 fois plus grande que cette section. Même chose, si au lieu d'utiliser une section pleine comme ça, je vais utiliser une section avec un creux ou un vide comme ça. Je vais avoir 8 fois plus de résistance que le cas où j'utilise une section pleine. Même chose pour la section circulaire. Je vais avoir approximativement 8 fois plus de résistance. Si au lieu de ça, je vais utiliser une section I, alors je mets encore plus de matériel vers les extrémités. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, j'ai 24 fois plus de résistance parce que j'ai un moment d'inertie qui est 24 fois plus grand. Si j'utilise une section qui est encore plus mince et je mets encore plus de matériel ici afin d'augmenter la distance entre l'axe neutre et les fibres extrêmes et j'augmente le moment d'inertie, je peux avoir 40 fois plus de résistance que le cas simple. Alors on peut voir avec la même quantité de matériel, en optimisant la section et en sachant que la contrainte de flexion est reliée par cette formule, on peut comprendre comment optimiser notre section pour la flexion. Voici des exemples de profilés économiques qui sont utilisés dans les structures comme les bâtiments. Voici une poutre en I ou une poutre formée de plaques qui utilise des plaques très minces et on va mettre plus de matériel loin de l'axe neutre. Ou pour le bois, ici vous voyez on a mis un vide et on a mis les plaques de bois vers le bas et le haut pour avoir la plus de distance entre l'axe neutre et le matériel. La procédure pour trouver les contraintes de flexion. Procédure pour trouver les contraintes de flexion. Voici le sommaire des types de contraintes de flexion qu'on peut vous demander à trouver dans les divers problèmes. Si on vous demande de trouver les contraintes de flexion à un point arbitraire, on va utiliser la formule générale pour les contraintes de flexion. Si on vous demande de trouver les contraintes de flexion maximales, on va calculer les contraintes de flexion en haut et en bas de la section en utilisant la distance perpendiculaire maximale vers les fibres extrêmes. Si on vous demande de trouver les contraintes de flexion maximale en valeur absolue, vous allez utiliser cette formule avec la valeur maximale de C considérant la fibre de bas et de haut. Voici les étapes qu'on doit suivre. Étape 1. On trouve le moment interne M en utilisant soit la méthode de coupe ou le diagramme M. On se rappelle de la convention positive pour les M positifs. Ensuite, pour les contraintes, on se souvient que si le M est positif, on va avoir une tendance de plier la section de la poutre en forme de sourire, alors on va avoir des contraintes de compression en haut et des contraintes de traction en bas. Pour la situation inverse, on va avoir de la traction en haut et de la compression en bas. Et dans les deux cas, la contrainte à l'axe neutre va être égale à 0. L'étape 2, on trouve la position de l'axe neutre. Alors, on a besoin d'utiliser cette formule. Alors dans cette formule, en plus de déterminer le M qu'on a vu dans l'étape 1, on doit trouver le Y. Ce Y peut être calculé si on trouve l'axe neutre. La position de l'axe neutre va être alignée sur le centre de gravité. À l'axe neutre, la contrainte est égale à 0. Alors, on a diverses situations.
Et on doit se rappeler de ce qu'on a vu dans la semaine 4. Si on a une section rectangulaire qui est doublement symétrique, ou une section circulaire qui est doublement symétrique, ou une section I qui est doublement symétrique, ou n'importe quelle autre section qui est doublement symétrique, on sait par inspection la position de l'axe neutre. Mais si on a une autre type de section, on doit utiliser les principes vus dans la semaine 4 pour calculer la position du centre de gravité. Et l'axe neutre va être aligné sur ce centre de gravité. Ensuite, la distance Y va être juste la distance perpendiculaire entre cet axe neutre et le point où je veux calculer la contrainte. Étape 3. On trouve la distance Y ou C. Pour une contrainte à un point arbitraire, Y va correspondre à la distance perpendiculaire entre l'axe neutre et le point en question. Si on va en haut de l'axe neutre, le Y va être positif. Si on va en bas de l'axe neutre, le Y va être négatif. C'est-à-dire, si je veux calculer la contrainte ici, j'ai un Y positif. Si je veux calculer la contrainte en bas de l'axe neutre, je vais utiliser un Y négatif dans la formule. Pour calculer les contraintes de haut et de bas, je vais juste utiliser la distance perpendiculaire maximale jusqu'aux fibres extrêmes de haut et de bas. Et pour la contrainte maximale en valeur absolue, on utilise la distance de fibres extrêmes de haut et de bas, la plus grande des deux. Étape 4. On trouve le moment d'inertie I. Le moment d'inertie correspond à l'axe qui subit la flexion. Si on a un moment mz, comme illustré dans cette figure, on utilise le moment d'inertie IZ. Le moment est appliqué par rapport à l'axe Z dans cette figure. Le truc pour savoir c'est quoi l'axe qui résiste le moment, c'est de se rappeler qu'on peut remplacer le moment interne par une double flèche, où la double flèche pointe dans la direction de l'axe qui va résister le moment. Alors dans cette situation, si vous utilisez la règle de la main droite, votre pouce va pointer dans la direction de l'axe Z qui sort de la page. Alors ainsi, pour ce problème, ça c'est l'axe neutre et on va calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe neutre Z. Ici, l'axe Z résiste à la flexion, alors on utilise IZ. On doit comprendre ce concept parce que certaines fois, on va changer le nom des axes. Alors, par exemple, si on utilise des valeurs tabulées, on va utiliser l'axe X et l'axe Y pour définir la section. Et dépendamment de comment on place la section, on doit utiliser un moment d'inertie différent. Alors, par exemple, pour cette situation, c'est l'axe X qui résiste le moment. Ici, c'est l'axe Y qui résiste le moment. Les contraintes de flexion plus les contraintes axiales. Alors, cette diapositive est pour illustrer que si on a une force axiale, si cette force axiale est appliquée au centre de gravité de la section, on ne va pas avoir de moment. Mais si maintenant j'applique la force axiale à une excentricité, alors au lieu d'être au centre de gravité, je vais l'appliquer à une certaine excentricité E. Dans ce cas, je peux remplacer cette force axiale par une force et un moment qui est relié à cette excentricité. Alors dans ce cas, je ne vais pas avoir des contraintes uniformes dues à la force axiale seulement. Je vais avoir des contraintes uniformes dues à la force axiale plus une contrainte qui est causée par le moment fléchissant. Alors je dois combiner ces deux types de contraintes pour savoir c'est quoi les contraintes normales que je dois résister pour cet élément. Et voici les formules qu'on utilisera pour ces situations. Et voici un exemple réel d'une colonne où on a une force qui est appliquée à une certaine excentricité et ça cause ce moment additionnel qui cause des contraintes de flexion. Et ceci est la fin de la leçon 7.1.